Bien, merci à tous de s'installer. Nous allons commencer par donner la parole à Agnès Vince, qui va introduire cette matinée. Bon, pas à peine de le présenter, mais enfin, directrice, adjointe au directeur général des patrimoines, chargée de l'architecture. C'est bien ça. Je me suis pas trompé. Virgule. Je me suis pas trompé. Tout est bon. Tout est bon. Tu as la parole, Agnès. Merci, Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Monsieur le Président de la Mission interministérielle de la qualité des constructions publiques, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis. Je suis bien sûr très heureuse d'ouvrir d'abord cette journée nationale pour l'architecture, en petit comité ici, mais qui se déploie sur l'ensemble du territoire français à travers un certain nombre de manifestations. Il y a plus de 400 manifestations qui sont en ce moment en train de se dérouler aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, à l'initiative d'un grand nombre d'acteurs, comme on dit, à la fois des acteurs professionnels, mais aussi des acteurs culturels, des acteurs territoriaux. Les écoles d'architecture s'y sont beaucoup impliquées également cette année. Le réseau des maisons de l'architecture, les CAUE, l'AMIC aujourd'hui, et de toute façon. Et de façon générale, cette journée innerve donc dans le territoire français à la fois le plaisir et la nécessité, si je puis dire, de l'architecture. Alors, aujourd'hui, on est donc essentiellement ce matin à la CAPA pour célébrer les 40 ans de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, et je m'en réjouis. Cet après-midi, nous aurons une après-midi consacrée aux bibliothèques, donc la journée est essentiellement tournée sur les constructions publiques, si je peux le dire comme ça. Et puis ce soir, nous fêterons également de nouveau l'AMIC. Alors, en quelques mots, en 2017, donc, nous fêtons les 40 ans de l'impulsion d'une politique architecturale moderne, large, dans laquelle nous nous inscrivons toujours plus. L'adoption l'année dernière de la loi sur la liberté de création, de l'architecture et du patrimoine a conforté cette politique en renforçant le rôle de l'architecture dans la cité. Ainsi, en 1977, la loi sur l'architecture déclarait l'architecture expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, ainsi que le patrimoine étaient déclarés d'intérêt public. En 1977 sont aussi créés les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement dans chaque département, au plus près des citoyens. Enfin, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, en 1977 toujours, un décret du président de la République crée la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. L'apport de l'AMIC depuis 1977 est déterminante. Ce décret place l'AMIC sous l'autorité du ministre en charge de l'architecture, qui a été parfois le ministre chargé de différents sujets. Aujourd'hui, il s'agit du ministre chargé de l'architecture, qui est à la culture, enfin, qui est donc le ministre chargé de la culture. Depuis lors, l'AMIC s'est fortement engagée dans des actions de sensibilisation en faveur de l'émergence d'une véritable culture architecturale au travers de la commande et donc au travers de la question de sa production voulue comme exemplaire. Alors, si on se remet un tout petit peu dans l'état d'esprit de l'époque, mais vous le ferez plus largement dans la table ronde qui succède à cette introduction, on se remémore qu'une certaine lassitude avait pu naître au regard de modèles architecturaux de logements collectifs ou d'équipements publics répétés un peu sur le territoire, parfois sans égard avec ni la géographie ni l'histoire. Parallèlement, les ministères constructeurs, très actifs, avaient une place prépondérante dans la construction d'équipements qui ont été confortés par l'émergence des concours pour les bâtiments les plus emblématiques, y compris au niveau international. L'AMIC a donc été créée afin d'accompagner cette évolution de la commande publique, puis avec les lois de décentralisation, celles des collectivités territoriales, bien sûr, et vous l'avez démontré. Il s'agissait alors d'infléchir les politiques et d'améliorer les modes de dévolution des marchés publics de maîtrise d'œuvre également. Comment ? D'une part par la réflexion méthodologique, qui a donné lieu à des ouvrages reconnus dans les milieux professionnels. Par l'association également à l'élaboration des textes réglementaires régissant la commande publique, tels que la loi MOP et le Code des marchés publics, auquel a succédé l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Également par le conseil et l'assistance méthodologique aux maîtres d'ouvrage publics à travers des journées de formation élaborées en partenariat avec d'autres organismes. Et bien sûr par la participation à des jurys de concours par la bien renommée équipe des architectes consultants. Aujourd'hui, la question du renouvellement et le temps du renouvellement est venu. Nous traversons depuis quelques années des changements profonds dans les modalités de l'action publique. Vous le savez mieux que moi. D'une part, elle est en forte baisse. D'autre part, les procédures de la commande publique ont été renouvelées et certains pensent à la renouveler encore. C'est sans doute nécessaire. Il faut aussi noter que depuis octobre 2015, le ministère de la Culture s'est doté d'une stratégie nationale pour l'architecture qui constitue également un cadre de référence pour notre action, dans laquelle la MIC pourrait s'inscrire de façon active. Dans ce contexte, la MIC s'adapte et se modernise. Son rôle est d'accompagner ces transformations en renouvelant son champ d'action. Tout d'abord, la désignation d'un nouveau président, M. Roland Pellet, que je salue de nouveau, que personne ne doit, comment dirais-je, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais qui se présentera éventuellement lui-même, et qui permettra, de façon absolument déterminante, de donner un nouveau souffle sur différents sujets. D'une part, certainement en élargissant son périmètre d'action. Pourquoi pas au lotissement ? L'apport réglementé des architectes nécessite le déploiement d'une nouvelle approche méthodologique et partenariale. Pourquoi pas aux projets urbains, sur lesquels vous êtes d'ailleurs déjà très engagés, qui doivent permettre la requalification d'espaces dans des secteurs difficiles notamment. Pourquoi pas également au patrimoine, la réhabilitation de l'existant, qui doit être optimisée et prônée comme alternative à l'urbanisation en périphérie des villes. Pourquoi pas encore au logement ? Enfin, toutes ces questions que vous avez déjà saisies sont aujourd'hui des sujets sur lesquels la MIC devront certainement déployer son action. Également, une mission de veille et de conseil sur des sujets liés à l'évolution des modèles économiques du champ de la construction. En gros, la captation des valeurs, l'observation, le développement des marchés publics globaux et son impact. Certains pensent aujourd'hui à pérenniser certains modes de contrat. La participation aux travaux pour arriver à une meilleure compréhension de ce qui fait, encore une fois, la valeur des professionnels, leur mission, leur rémunération. L'accompagnement des mutations professionnelles, c'est-à-dire de son organisation, en lien bien sûr avec les organisations professionnelles que je salue, qui sont ici présentes. Enfin, et très certainement un des sujets les plus importants selon moi, c'est nécessité de contribuer à l'assise interministérielle. Le nom de la MIC est là, vous y êtes également là, l'action reste à mener, tant vis-à-vis du ministère en charge de l'écologie, tant vis-à-vis du ministère chargé de la cohésion des territoires, tant vis-à-vis de ce qu'on appelle Bercy. En tout cas, vous serez auprès de nous et nous en sommes fiers toujours. En conclusion, le ministère de la Culture se réjouit d'assurer la tutelle, en effet, de la MIC, d'être à ses côtés dans ces évolutions actuelles. Nous y attacherons du prix. Ces évolutions pourront prendre la forme d'une actualisation de son cadre d'action, afin d'être en phase avec les enjeux architecturaux contemporains et les enjeux plus larges, bien sûr, du cadre de vie. Pour ce faire, très bon anniversaire encore et très bonne journée. Merci, Madame la Directrice, pour ces mots qui peuvent nous rendre optimistes sur l'avenir de la mission que j'en ai fait depuis quelques mois, à peine quelques mois, l'honneur de présider. Dans 7 jours, il y aura très exactement 40 ans que la MIC, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, aurait été créée. Cette création portait la marque d'une volonté politique exprimée au plus haut niveau de l'État. L'annonce en a été faite par le président de la République en personne, le 20 octobre 1977, le jour même de la signature par lui du décret en Conseil des ministres, donnant naissance à cette mission à l'occasion du symposium pour une politique de l'architecture organisé à la Maison de l'UNESCO par l'Académie de l'architecture que présidait alors Robert Rosel.
L'AMIC a été créée pour former un des points d'appui d'une politique d'ensemble, cohérente et multiple en faveur de la qualité architecturale, moins d'un an après la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dont il est inutile de vous rappeler le contenu. Ce contenu incluait l'institution des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, les CAUE, la mise en place de services départementaux d'architecture, et puis a suivi la création de l'Institut français d'architecture, qui est d'une certaine manière l'un des ancêtres de la maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et dont je salue celle qui fut la première présidente. Tous les bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques ont constitué le champ d'action de l'AMIC, conformément aux termes du décret de création. La réalisation des logements sociaux au domaine réservé du plan construction créé 6 années auparavant lui échappait cependant, mais j'ai bien noté la présence du mot logement éventuellement dans les questions d'avenir qui se posent pour la mission. Tout au long des années 1980 et 1990, par son rayonnement, son action de persuasion auprès des services constructeurs, sa présence active et pédagogique dans les jurys de concours, ses publications, ses propositions, l'AMIC a exercé une influence déterminante sur les pratiques de la maîtrise d'ouvrage public et sur l'encadrement juridique de celle-ci, à commencer par la loi dite du 12 juillet 1945, dite loi MOP, à la préparation de laquelle elle a activement participé. Au cours des dernières années, l'AMIC a maintenu, de façon plus discrète cependant, son activité de conseil et de formation des maîtres d'ouvrage public, y compris décentralisée. La décentralisation, en effet, a été une étape également tout à fait capitale dans le processus de ces dernières décennies, tout en prenant une part croissante aux travaux d'approfondissement du droit de la commande publique, qui est, comme chacun sait, un chantier permanent, on peut d'ailleurs le regretter, mais c'est ainsi, sous l'influence du droit de l'Union. Ainsi, 40 ans après, la mission est-elle toujours présente et bien présente? Certains diront que son influence s'est réduite avec son poids politique, ce n'est sans doute pas entièrement faux. Et on voit que la mise en œuvre prévue à l'origine de programmes expérimentaux au sein de secteurs pilotes créés ministère par ministère n'a pas été entreprise, et que si de nombreuses études ont été lancées, le programme de recherche envisagé par le décret n'ont pas été entrepris, mais on ne pouvait tout faire. Le directoire supposé diriger l'action a disparu au bénéfice d'un simple comité d'orientation, lequel ne se réunit plus. Et il n'avait pas été donné jusqu'à ces derniers mois de successeur à son président précédent, disparu en 2015. Je crois cependant qu'on ne peut se passer de la MIC, qu'elle possède une force et demeure un outil précieux au service des politiques menées aujourd'hui. Cela suppose, et Madame la directrice vient de nous le dire, une évolution, un renouvellement, que j'appelle de mes voeux et qu'il appartient au gouvernement de conduire sous l'impulsion des services du ministère de la Culture, à commencer par la refonte d'un décret auquel il n'a jamais été touché depuis 40 ans et qui se trouve en bien des points obsolète. Je n'en dirai pas davantage pour le moment sur ce point, puisque, encore une fois, il appartient aux autorités compétentes d'agir, et l'AMIC est en tout cas prête à répondre, je peux le dire en son nom, prête à répondre aux sollicitations qui lui seront faites de ce point de vue. Ce matin, nous célébrons son 40e anniversaire. Pour ce faire, nous allons avoir 2 tables rondes. J'animerai la première dans un instant. Et lors de cette première table ronde, on va faire un peu de nostalgie, on va revenir un peu en arrière, aux origines, et puis on remontera le temps jusqu'à notre époque et les évolutions qui sont manifestées depuis. Alors, je vais appeler donc les participants. On va faire en 2 temps. Il y aura un premier temps avec 5 participants, puis dans un deuxième temps, 3 autres. Alors, dans le premier temps, on va d'abord donc faire un peu d'histoire. J'appelle donc Madame Florence Contenay. Florence Contenay est inspectrice générale honoraire de l'équipement, ancienne présidente de l'Institut français d'architecture, ainsi que j'ai dit. Monsieur Jean-Pierre Duport, préfet honoraire, ancien directeur d'architecture et d'urbanisme, et puis avec bien des choses autres, mais je ne vais pas dérouler tout le CV. Monsieur Denis Dessus, qui est architecte, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes.
Monsieur Michel Zulberti, pardon, il est là, oui, président d'Apogée, ancien directeur général de la société Nouveau-Logis, de l'Agence de maîtrise d'ouvrage et travaux du ministère de la Justice et de l'établissement public de Jussieu, pardonnez-moi, je bafouille, et Madame Dominique Riquier-Sauvage. Madame Dominique Riquier-Sauvage qui était au congrès de l'UNSFIN à Metz, qui se déroule encore aujourd'hui et qui a bien voulu, pendant cette matinée, nous rejoindre. Je l'en remercie vivement. Je commencerai avec Florence Contenay. 1977, année faste pour la politique publique d'architecture, avec en début d'année donc cette loi du 3 janvier, déclarant celle-ci d'intérêt public en tant qu'expression de la culture, la naissance de l'AMIC en fin d'année, puis bien d'autres choses pendant le courant de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions qui ont pu conduire à ces événements, sur le contexte de l'époque, sur les objectifs recherchés? Je vais essayer de le faire, Monsieur le Président. Je pense que vous avez fait appel à moi parce que j'étais à la direction de l'architecture en 1977. Mais le propos que je vais tenir tient surtout aux informations que j'ai recueillies dans l'excellent ouvrage d'Éric Langereau, L'État et l'architecture, 1958-1981. Donc je parlerai, mais on risque de redonder avec ce que vous nous avez rappelé tout à l'heure. Je vais rappeler des antécédents et des ambitions de l'AMIC. Autour de l'année 77. En effet, l'année 77 est une année faste pour l'architecture. Reconnue d'utilité publique par la loi sur l'architecture au tout début de l'année, elle est également une affaire d'État traitée au niveau du président de la République et du Premier ministre. C'est ainsi que la création de l'AMIC, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sera annoncée le 20 octobre par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République lui-même, dans le cadre du symposium organisé à l'UNESCO par l'Académie d'architecture et devant 2000 personnes. Avec la loi sur l'architecture, l'annonce de la rénovation de l'enseignement de l'architecture et la création du Centre d'études et de création architecturale, ancêtre de l'IFA, le président de la République trace les contours d'une politique globale de l'architecture, véritable enjeu de société. Le ministère de la Culture sera en première ligne sur la question de la qualité architecturale en tant qu'initiateur de la loi sur l'architecture et de l'AMIC. Du rapport Perra au rapport Cornuau, c'est au ministère de la Culture que se construisent les objectifs et les outils de la qualité de l'architecture. On peut faire remonter ces initiatives au rapport que le préfet René Perra a remis en 1969 à André Malraux. Le rapport Perra, relatif à la fonction architecturale, prône l'exemplarité des édifices publics construits par l'État et les collectivités locales et préconise la création d'un secteur expérimental. Quelque temps après le départ d'André Malraux, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas demande à tous les ministres constructeurs un rapport sur la commande publique d'architecture qu'ils doivent remettre au directeur de l'architecture par la circulaire du 29 décembre 1969. Cette impulsion initiale est relayée, quelque peu tardivement certes, sous la houlette du nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Une décision de principe est prise en conseil restreint à l'Élysée afin de créer, je cite, un organisme public léger rattaché au Premier ministre qui exercerait une compétence générale d'information et d'orientation, notamment sur les méthodes et les problèmes de l'architecture publique. La définition du nouvel organisme, ses objectifs et ses méthodes devront être éclairés par une étude préalable de faisabilité conduite par un expert indépendant. Le choix se porte sur Claude Cornuau, issu de la sociologie urbaine, ancien du cabinet de Jacques Chaban-Delmas et proche de Pierre Maillet, à l'époque directeur de la DAFU. La lettre de mission qui lui est adressée énonce ainsi la commande. Le gouvernement a décidé de montrer l'exemple en entreprenant un effort énergique en faveur de la qualité de tous les bâtiments commandés par des personnes publiques. Après de nombreuses consultations, Claude Cornuau rend son rapport le 13 décembre 1976. Il écarte fermement l'idée d'une architecture fonctionnalisée. Je cite, « La nationalisation de l'architecture débouche presque fatalement sur l'architecture officielle pour quelques monuments, la médiocrité pour le reste. » En conséquence, il s'agit de supprimer les listes d'agréments et les architectes maison, tels ceux de la Défense ou des PTT. En revanche,
Oui à la formation des fonctionnaires, à la programmation, à l'évaluation, au concours, à la composition de jurys de qualité, à la rémunération des candidats. Claude Cornuau propose la création d'une cellule d'appel et de contre-expertise pour les candidats malheureux. La mission architecture-construction, comme il l'appelait à l'époque, interministérielle, devra fédérer les initiatives des ministères constructeurs et en diffuser les résultats. La mission comprendrait 4 cellules: programmation, évaluation, diffusion de la recherche, expérimentation, suivi de la commande publique, promotion des concepteurs. À ces 4 cellules s'ajoute la mise en place d'une conférence annuelle pour l'architecture publique et une fondation pour le développement de la qualité architecturale. Dès lors, se pose la question du périmètre de cette nouvelle mission et en particulier, vous en avez parlé tout à l'heure, de l'intégration en son sein du ou non du logement social et ainsi du plan construction, qui avait été créé en 1971 par Robert Lyon. À l'origine, le plan construction avait vocation à faire partie de la nouvelle mission et à en devenir le secteur pilote en matière de logement sous la tutelle de la direction de la construction. La nouvelle mission devait en outre en développer le volet urbain et situer dans la ville l'habitat et les équipements. Mais cette éventualité se heurte au conflit interne au ministère de l'Équipement entre la direction de la construction, tuteur du plan construction, et la DAFU de Pierre Maillet, soutien du nouvel organisme. J'ajoute, mais c'est à titre personnel, sans doute dans la perspective de la création du futur ministère de l'Environnement et du cadre de vie qui englobera l'architecture. Le Premier ministre tranchera, et le 12 janvier 1977, tranchera le 12 janvier 1977, et le Conseil des ministres approuvera la création d'une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, placée auprès du ministre chargé de l'architecture. C'est donc à Françoise Giroud, secrétaire d'État à la Culture, qu'il incombe de rédiger le projet de décret avec les services de la direction de l'architecture et surtout avec Jean Gingère, qui était le sous-directeur de la création architecturale et des constructions publiques. Et c'est Françoise Giroud qui présentera Bernard Tricot pour présider la nouvelle instance. L'élaboration du projet de décret doit tout d'abord lever toute ambiguïté sur le champ de la nouvelle mission et en exclure de manière définitive et explicite le logement social. C'est ce qui sera fait tout en associant quand même le plan construction au directoire de la nouvelle instance. Le décret du 20 octobre 1977 sera porté le même jour sur les fonds baptismaux par le président de la République lui-même lors de la clôture du symposium de l'Académie d'architecture. La circulaire du Premier ministre, c'était Raymond Barre à l'époque, en explicite les objectifs et les moyens. Placée auprès du ministre chargé de l'architecture, la MIC est chargée de, je cite, « favoriser l'amélioration de la qualité architecturale des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques », c'est-à-dire de l'État, de ses établissements publics, ainsi que des collectivités locales avec leur accord. Pour ce faire, il lui appartient en particulier de favoriser l'organisation de concours d'architecture, de faciliter la mise en place d'actions de formation destinées aux fonctionnaires exerçant des missions de maîtrise d'ouvrage. Dans chaque administration sera créé un secteur pilote comportant le lancement d'opérations expérimentales. La MIC, par ailleurs, pourra attribuer des bourses d'études à de jeunes architectes de manière à assurer le renouvellement des générations. Les missions de la MIC évolueront avec le temps, notamment avec la nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Les secteurs pilotes, vous l'avez rappelé, ne seront pas créés. En revanche, la MIC s'accomplira dans le rôle d'exemplarité et de magistrature morale, entre guillemets, magistrature morale. Elle conduira une politique vigoureuse et féconde de mise en œuvre des concours d'architecture. Elle connaîtra une production intellectuelle exceptionnelle en accompagnement de l'application de la loi MOP. Elle formera des centaines, sinon des milliers de maîtres d'ouvrage de tout niveau en associant les CAUE et les écoles d'architecture. Les architectes, c'est une expression personnelle, mais ce n'est pas leur habitude, pourraient tresser à la MIC des couronnes de laurier tant elle les a aidés, compris, promus, malgré les vicissitudes rencontrées par la commande publique. Bernard Tricot présidera souverainement le directoire de la MIC, composé des directeurs d'administration centrale responsables de l'immobilier et de l'aménagement. Ils seront toujours présents eux-mêmes, ils ne se feront jamais représenter.
Il y aura aussi le directeur général des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, le secrétaire permanent du plan construction, le responsable de la commission centrale des marchés, le président de la CNOIA, la Commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture. La plupart des directeurs chargés des constructions de leur administration étaient, il faut bien le dire, des ingénieurs des ponts et chaussées, notamment en raison de la stratégie d'essaimage du corps. Par ailleurs, l'équipe restreinte autour de Bernard Tircaud et du secrétaire général de l'AMIC a fait rapidement appel à des missi dominici, jeunes architectes boursiers envoyés dans le monde entier pour recueillir des informations sur les pratiques en usage dans les autres pays. Ces estafettes, entre guillemets, seront par la suite rejointes par la petite armée des consultants, les chevaux légers, entre guillemets, de l'AMIC. Par son autorité et son charisme, Bernard Tircaud a su s'entourer de personnes de grande qualité, que ce soit au sein même de l'AMIC ou dans les ministères constructeurs. La petite révolution causée par le transfert de la direction de l'architecture dans le cadre du ministère de l'Environnement et du cadre de vie aura pour effet de déplacer la tutelle de l'AMIC auprès du nouveau ministre chargé de l'architecture à partir du 13 avril 1978. C'est donc à Michel Dornano que Bernard Tircaud remet le premier rapport annuel de l'AMIC. Il inspirera les orientations du chef de l'État en faveur du renouveau de la création architecturale. Dans cette perspective, Michel Dornano charge Bernard Tircaud de mener une large consultation auprès d'un vaste panel d'acteurs de la conception et de la construction. Cette consultation sera suivie d'une concertation au sein de groupes de travail destinés à définir les rapports entre l'architecture et la société. Les résultats en seront présentés au Musée des Arts et Traditions Populaires devant un parterre de plus de 200 professionnels, maîtres d'ouvrage, entrepreneurs et industriels. Dans l'ouvrage final, préfacé par Bernard Tircaud, une esquisse de politique interministérielle concertée avec la société civile mettra en perspective les premiers acquis de l'AMIC. En écho, en quelque sorte, à la manifestation à l'UNESCO, et peut-être, ça c'est un propos qui m'appartient, si l'on peut oser la comparaison, en préfiguration de la stratégie nationale de l'architecture que nous a rappelé tout à l'heure Madame la directrice. Toutefois, l'AMIC n'avait pas encore construit le cadre juridique et conceptuel de la maîtrise d'ouvrage public dans ses rapports avec la maîtrise d'œuvre. Ce sera la lourde tâche impartie à Jean-Pierre Duport et à Jean Millier, président de l'AMIC à ce moment. Merci beaucoup, Florence. Voilà un rappel très utile qui nous montre à la fois que bien des choses ont changé depuis le rapport Cornuau, mais en même temps qu'il y a des questions qui restent d'une certaine façon permanentes. Alors, la transition a déjà été faite par Florence Contenay. Nous franchissons quelques années. Nous passons en 1985, loi MOP, loi fondatrice s'il en est, des rapports entre les acteurs de la construction, dont Jean-Pierre Duport a été un acteur essentiel et qui va nous le rappeler. Merci Roland, merci à Florence de nous avoir rappelé ce contexte historique. Je vais essayer de le prolonger un tout petit peu sur un certain nombre de points et de revenir sur la loi de 85 pour laquelle je n'ai qu'un remords, c'est qu'elle était publiée le 12 juillet et pas le 11 parce que ça aurait été le jour de mon anniversaire, ce qui aurait été un signe fort. Non, je voulais dire que pour moi, tu évoquais la nostalgie, pour moi c'est la loi MOP un élément de bonheur. C'est vrai que la loi MOP a été, je crois, par rapport aux relations de la direction de l'architecture à l'époque avec le monde de l'architecture, un moment positif. Après une réforme de l'enseignement de l'architecture, pas facile à mener dans un contexte dans lequel les rapports entre les différentes catégories d'enseignants étaient très tendus, par rapport à des discussions avec l'ensemble de la profession marquées par la 101e proposition de François Mitterrand, à savoir la dissolution de l'ordre des architectes, qui n'a finalement pas été faite, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qui avait créé un climat délétère. Je n'évoquerai bien évidemment pas le dossier des agréments, c'est-à-dire des maîtres d'œuvre qui étaient candidats. Donc, sortant d'une réforme de l'enseignement de l'architecture qui avait été terminée en 1984, sortant donc, ou étant encore plongé dans le dossier des agréments, c'est vrai que la loi MOP a été un moment de bonheur, un élément, je crois, tout à fait positif. Je vais y revenir.
Je voudrais dire que la loi MOP a été aussi élaborée dans un contexte où l'attention portée par la direction de l'architecture et par l'AMIC au rôle des maîtres d'ouvrage et au fait que l'élément et l'acte fondateur d'une démarche architecturale de qualité était du côté de la maîtrise d'ouvrage, avait été initié par quelqu'un à qui je rends hommage, qui est disparu cet été, qui est Jean-Michel Bloch-Léné, qui avait lancé l'idée d'une école de la maîtrise d'ouvrage pour laquelle il avait d'ailleurs prévu une localisation, et c'était un des projets pour lequel Pierre Lafitte, le dynamique sénateur et promoteur de Sophia Antipolis, avait envisagé de la localiser à Sophia Antipolis. Donc j'ai été très tôt sensibilisé à la responsabilité des maîtres d'ouvrage et à l'importance qu'il y avait à clarifier leur rapport avec les autres acteurs de la construction. Pour ça d'ailleurs qu'on a créé parallèlement l'association Architecture et Maîtres d'ouvrage qui fêtera bientôt ses 40 ans. Et on se félicite des 40 ans de l'AMIC. Moi, je me félicite aussi des 40 ans de l'AMO, parce que c'était pas évident que 40 ans après, et l'AMIC existerait toujours, et l'AMO existerait toujours. On a également aussi, à cette occasion-là, je vais y revenir, on s'est beaucoup battu pour créer un plan de recherche au sein de la direction de l'architecture pour que chacune des directions, alors c'était un peu un côté petit chien, je ne reviendrai pas, mais c'est vrai que j'ai été attentif à ce qu'il y ait, à côté du plan construction et à côté du plan urbanisme, tout ceci a maintenant disparu, a été fusionné, ce qui était peut-être une bonne chose, qu'il y ait un plan de recherche dans le domaine de l'architecture. Ça rejoint ce qui a été dit par toi et par Agnès Vince et par Florence sur le rôle de la recherche. Donc la loi de 85 est un élément tout à fait essentiel dans l'action qui a été menée à l'époque. Et je voudrais dire aussi qu'il n'était pas évident que les rédacteurs de la direction de la loi MOP soient la direction de l'architecture. Je veux dire que ce n'était pas évident à l'époque. La direction de la construction, et mon camarade et néanmoins ami Alain Mogard, je pense, aurait été heureux de revendiquer la responsabilité principale, et nous avons eu des discussions vives au moment de l'élaboration de la loi interne au sein du ministère de l'Environnement et du Cadre de vie. L'ancienne DBTPC, devenue la DAEI, aurait pu également revendiquer ce rôle. Il a été confié à la direction de l'architecture, et je pense que ça a été bien, parce que ça a permis, dans cette redéfinition du rôle des acteurs, de donner un rôle essentiel à la direction de l'architecture. Alors, quelques points que je voudrais souligner sur ce qui a été l'apport de la loi MOP. Une fois, pardon, j'allais oublier de le faire, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est très modeste, mais qui a été une pierre essentielle dans la préparation de la loi MOP et dans sa rédaction, qui est Jacques Frémiot. Jacques Frémiot était quelqu'un de grande qualité, très modeste, mais qui a tenu la plume pour l'essentiel et qui l'a tenu avec une grande fermeté et pour lequel j'ai une grande estime et une grande amitié. Alors, les éléments essentiels sur lesquels je voulais revenir. D'abord, c'est l'affirmation de la professionnalisation de la maîtrise d'ouvrage, du fait que c'est un véritable métier que d'être maître d'ouvrage, que ce soit un maître d'ouvrage public ou que ce soit un maître d'ouvrage privé, d'où la création de l'AMO, sur lequel je ne reviendrai pas. Et je rappelle que l'un des éléments importants, même si les mots peuvent quelquefois avoir été controuvés et contournés après, on a mis fin, avec la loi MOP, à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et le passage du mot maître d'ouvrage délégué au mot mandataire était pour nous un élément essentiel. Le maître d'ouvrage délégué, ça voulait, dans notre esprit et dans la réalité des choses, dire que le maître d'ouvrage abandonnait, entre guillemets, les responsabilités qui sont les siennes à quelqu'un d'autre, il lui confiait cette responsabilité. Et l'utilisation du mot mandataire dans la loi est un élément fondamental. Enfin, nous sommes beaucoup battus, ça a valu quelques discussions pour que la mission du mandataire soit définie, et définie de manière précise, je ne dirais pas de manière restrictive. Les missions du mandataire peuvent être importantes, mais à aucun moment la responsabilité essentielle du maître d'ouvrage ne disparaît, ce qui était le cas dans la maîtrise d'ouvrage délégué. Le deuxième point important, c'était la formalisation de la commande et l'importance que l'on donnait au programme et à la mission du programmateur.
Je pense que c'est à partir de là, et c'était aussi le fruit du travail fait par l'AMIC, de dire qu'il n'y a de bonne architecture, il n'y a de bons projets que s'il y a un bon programme. Et je voudrais dire qu'à partir de là, tout ce qui a été fait dans le domaine de la qualité architecturale, mais tout ce qui a été fait aussi, je pense, au grand projet du président de la République, a reposé sur une bonne qualité de la programmation. La pyramide de Paye est un geste architectural, mais c'est le Grand Louvre qui est l'élément fondamental. Et le Grand Louvre, il a reposé sur un travail qui a été fait avec l'ensemble des conservateurs, qui n'a pas été facile et qui a permis d'établir un programme qui a abouti à cette réussite qui est, je crois, le Grand Louvre. L'autre point important, et alors c'est là où nous avons eu les bagarres internes au ministère, mais aussi externes, les plus importantes, c'est l'indépendance de la maîtrise d'œuvre par rapport aux entreprises. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Je constate aujourd'hui que en permanence, le retour au concours conception-construction est une tentation. Et je vois, par rapport à une mission récente que j'ai eue, qui était du temps de la présidence de François Hollande, de participer à la mission de simplification et au conseil de simplification pour les entreprises. En permanence, j'ai eu des interventions de personnes qui disent « Ah, mais si on veut simplifier, développons les concours conception-construction ». La complexité, elle vient d'abord du fait qu'on a ces d'architectes qui vont avoir un rôle, et je vais y revenir dans un instant, vont avoir des missions, et notamment des missions d'analyse des offres, je vais y revenir dans un instant. Donc ce combat que l'on a mené à l'époque pour limiter étroitement les concours conception-construction, c'est un combat qui n'est pas terminé, qui est un combat de tous les instants, parce que je vous dis, au nom de la simplification, ou de l'apparente simplification, on voudrait réduire le rôle et la mission des architectes. Je terminerai en évoquant bien évidemment l'importance qu'il y a eu dans la loi et dans les décrets d'application, dans la définition de la mission de base de l'architecte, comportant donc la conception, l'analyse des offres des entreprises, le suivi du chantier, le contrôle de la bonne qualité de la réalisation par les entreprises. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est là aussi un combat de tous les jours. Pardon de parler d'une expérience récente. Je trouve que je suis au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur privé, plutôt, pour ne pas le nommer, proche de la religion catholique. Vous avez vu qu'on a inauguré récemment les nouveaux bâtiments de l'Institut catholique de Paris. Il a fallu que je me batte au sein du conseil d'administration pour que Jean-Marie Duthiguel ait la mission complète de l'architecte. Certains disaient oui, mais on ne peut pas faire confiance, il faut qu'il y ait quelqu'un auprès de l'architecte qui fasse le rôle de suivi, de contrôle des entreprises, et qu'on lui impose dans son équipe celui qui va faire cette mission. Fort heureusement, Jean-Marie n'a pas cédé, on n'a pas cédé, enfin, je n'ai pas cédé au sein du conseil d'administration, et la réalisation a été faite en temps, en heure et dans les prix qui avaient été définis. Voilà ce que je voulais dire pour rappeler le contexte dans lequel la loi MOP a été élaborée et publiée. Je crois vraiment que ça a été un temps important. En tout cas, pour moi, c'est, comme je l'ai dit en commençant mon propos, un temps heureux, parce que je pense que ça a été une action positive dans le domaine de l'architecture qu'on a menée collectivement avec les équipes de la direction de l'architecture et de l'AMIC. Mais je voulais réinsister vraiment in fine sur le fait que le combat n'est jamais terminé et que c'est vraiment plutôt du rocher de Sisyphe. Il faut en permanence revenir sur le fait que la mission de base, c'est un élément important, qu'elle doit être respectée et que l'architecte doit avoir sa pleine responsabilité, et que les cas dans lesquels l'architecte est choisi en même temps que l'entreprise est dans un rôle second par rapport à l'entreprise doit demeurer un cas complètement et totalement exceptionnel. Merci Jean-Pierre de tous ces rappels. Là aussi, d'une certaine façon, la transition a été faite. Je me tourne vers Denis Dessus, précisément pour évoquer cette question du sort de ce grand principe qui a été posé par la loi MOP, de séparation entre la conception et la réalisation, de ce qui est devenu, et du caractère peut-être sisyphien de notre action à cet égard, puisque
ce point a été évoqué. Alors, par ailleurs, M. de Suspe, s'il souhaite revenir sur quelques points évoqués par Jean-Pierre Dubord, mais je ne voudrais pas qu'on relance aujourd'hui des débats anciens, aujourd'hui disparus. Non, non, c'est pas du tout, mais en plus, il a dit l'essentiel. Alors, jusqu'à présent, je m'entendais bien avec l'amic, mais si vous massacrez mon nom, que vous dites dessus, ça va pas aller. Vous savez, c'est typiquement ardéchois, donc on ne prononce pas le S, quoi, le dessus. Dessus, dessus, voilà. Excusez-moi. Non, parce qu'effectivement, on s'entend bien avec l'amic, vous savez, je suis là... C'est pareil, hein, c'est Pays-Lé, on prononce le Y. Voilà, je suis là en tant que corde des architectes, et la MIC et l'ordre, on a la même finalité, c'est l'intérêt public d'architecture. Donc c'est pour ça qu'on travaille très très bien. Je vais faire un peu de flagornerie immédiatement. Non, mais c'est la réalité. On travaille très très bien avec la MIC depuis des années et des années. Vous avez Gilbert Ramu dans la salle pour l'UNSFA qui pourrait aussi en attester. On travaille en permanence. Et la qualité de ce travail que l'on a pu avoir avec Jacques Cabagneux, Christian Romont et leur équipe, ça a permis vraiment d'impacter le cadre de la construction en France. Si on n'avait pas été aussi constructif et aussi efficace, la loi CAP n'aurait pas été tout à fait ce qu'elle a été. Et c'est par notre travail, Christian et d'autres, je pense qu'on a réussi, par cette efficacité-là, à avoir quand même un impact sur le cadre législatif et réglementaire de la construction en France. C'est un premier point. Sur le deuxième point, j'abonde tout à fait dans ce que vous disiez, c'est que c'est un combat qui n'est jamais fini. On l'a vécu ces derniers temps avec la loi CAP et on va le vivre aujourd'hui avec la loi logement où on voit revenir tout ce que vous annoncez, c'est-à-dire pour construire plus vite, il faut faire de la conception-réalisation, pour simplifier, il faut faire de la conception-réalisation. Donc on retrouve cycliquement, chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, un pied qui se met dedans pour essayer effectivement de capter un marché. Alors pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Parce que ça sert des intérêts de lobbies extrêmement puissants, qui sont les lobbies du grand groupe du BTP, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, et c'est normal, ils sont là pour avoir de la commande, et ils ne peuvent pas avoir de la commande sur des marchés allotis, des marchés transparents, où il y a des mises en concurrence qui sont claires. Donc pour eux, il faut qu'il y ait des marchés complexes et des marchés qui soient les plus globaux possibles pour pouvoir accéder à la commande. Il y a un autre phénomène que l'on doit également digérer en termes de stratégie, parce qu'on est d'accord sur le fond, bien évidemment, c'est que c'est aussi poussé par les bailleurs sociaux, qui ne sont de moins en moins, quand je parle de loi logement, qui ne sont de moins en moins des maîtres d'ouvrage, mais qui sont de plus en plus des acheteurs. Et pour eux, ils arrivent ainsi à acheter du logement plutôt que de le produire, de le concevoir et d'imaginer quel cadre de vie on pourrait faire le mieux. Donc ce sont des acheteurs qui achètent du logement via la VFA et qui, quand on est sur des procédures d'évolution de commande publique, préfèrent le faire en conception réa parce qu'on signe un contrat au lieu d'en signer 20 et en signant ce contrat, on sait qu'on va avoir dans X mois X logements. Alors évidemment, ce n'est pas une démarche qualité, mais il faut arriver à le faire comprendre à nos interlocuteurs. Et ça va être un combat aujourd'hui. Et mon ministère de tutelle est là. C'est un combat qu'on va faire ensemble, sur lequel il n'est pas envisageable de commencer à transiger aujourd'hui, je le dis, parce que ce n'est pas dans l'intérêt, in fine, des usagers et des futurs locataires de ces logements. La démarche qualité, et on produit pour des générations, on produit un cadre de vie, on produit des logements qui vont être utilisés pendant des décennies, pendant des milliers de jours, des dizaines et dizaines de milliers d'heures. Ce qui est important, c'est la qualité du cadre bâti. Essayer de dire on va faire de la conception-réalisation sous des prétextes qui sont des prétextes on va gagner 2 mois sur la construction, sont des prétextes fallacieux. Sur le gain de temps, ça se discute. Plusieurs bailleurs sociaux ne sont pas forcément du même avis, mais admettons. Mais la problématique n'est pas de démarrer des logements 2 mois plus tôt. La problématique, c'est d'arriver à produire en flux constant le nombre de logements dont on a besoin en France. Ce n'est pas de démarrer des opérations, c'est de pouvoir le faire. Et il y a des gains en plus, si on pouvait s'accrocher à cet argument-là du temps et du démarrage de chantier, qui sont bien plus pertinents que la procédure de dévolution de la commande de maîtrise d'œuvre ou de travaux. Regardons combien on met de temps pour avoir un permis de construire en France aujourd'hui.
Là, on s'aperçoit qu'il y a des gains énormes, très simples à obtenir. Regardons quel est le délai d'une opération entre le moment où on décide d'en faire une, où il y a l'émergence du besoin, et où le moment où les travaux démarrent. Là, vous avez des réservoirs de gains de temps bien plus pertinents. J'aurai le temps, mais je ne sais pas combien de temps vous me laissez, je vous montrerai des anecdotes sur des permis de construire. J'ai mangé mon truc, là. Mais, je pense, mais bon. Mais bon, j'ai fait en d'autres occasions, il sera certainement possible d'aller plus loin. J'ai fait un petit focus loi logement, parce que vous savez, notre vie depuis des années et des années, ce sont toujours des combats, comme le disait Jean-Pierre Duport, et parce que c'est toujours des combats, c'est toujours des guerres qui ne sont jamais gagnées, qu'il faut reprendre. Donc on en a une nouvelle maintenant qui arrive, c'est celle-là qui doit nous préoccuper. Le logement, c'est quelque chose d'essentiel en France. Il faut qu'il soit construit dans une démarche qui soit une démarche qualité. Et là, on a des outils, on a la MOP, on a des procédures. Il va y avoir également, je le dis quand même, parce qu'il y a la conception-réalisation, mais il va y avoir la remise en cause du concours par les bailleurs sociaux. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Le concours n'a pas que des qualités, mais depuis des années et des années qu'on réfléchit à quelle serait la bonne procédure, on arrive toujours à se dire que c'est la meilleure et qu'il faut l'utiliser. Et ça aussi, le concours va être attaqué dans les mois qui viennent sur la production du logement. Merci beaucoup, Monsieur Dessus. Merci. Ce sont des questions sur lesquelles il va être nécessaire de revenir de toute façon dans les semaines et mois qui viennent. On le sait très bien. Hein. En effet, le combat continue. Alors, Monsieur Julberti, vous êtes le maître d'ouvrage sur cette table, dans cette table ronde. Alors, Jean-Pierre Duport a beaucoup insisté sur l'aspect programme dans son intervention et sur le rôle, à cet égard, du maître d'ouvrage. Alors, vous allez nous en dire quelques mots. Vous pouvez, bien sûr, comme les autres, réagir aussi sur les propos des autres intervenants. D'abord, je voudrais vous dire combien je suis content de participer à cette table ronde et que je remercie l'AMIC et toi-même, Roland, pour nous avoir invités à nous exprimer et à représenter le point de vue des maîtres d'ouvrage. Maintenant, je date un peu. J'ai commencé ma carrière en 70 et j'ai connu effectivement beaucoup de choses. Et pour revenir un petit peu en arrière, je dirais qu'il y a une date qui me paraît importante, qui est en 69. Le règlement de construction est devenu exigentiel. Précédemment, il était normatif. Dès lors, il n'était plus question de dire le mur de séparation entre deux logements sera en béton de 16 cm d'épaisseur. Non, on va dire le mur, il doit assurer la stabilité de l'ouvrage et puis il doit répondre à un certain nombre de caractéristiques thermiques, acoustiques, etc. Donc voilà. On est venu sur un règlement exigentiel. Aussi, c'est vrai que cette liberté qui a été donnée à l'innovation et à la création a débouché aussi sur des erreurs. Mais on apprend de ces erreurs. Et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait encadrer un petit peu le processus. Et c'est ainsi que, notamment sur le volet architectural, on a eu un premier décret en 73 qui a commencé à figer un certain nombre de choses. Et peut-être un peu préciser ce flou qu'est la maîtrise d'ouvrage. Parce qu'on parle beaucoup de maîtrise d'ouvrage, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'ouvrage ? Est-ce que c'est celui qui paye ? Est-ce que c'est celui qui construit ? Qui suit la construction ou qui gère les processus de construction ? Est-ce que c'est celui qui va utiliser les bâtiments ? Est-ce que c'est... Non. Bon, il y a différentes notions. Et c'est vrai que le décret de 73 a eu au moins un mérite, c'était de dire il y a un directeur d'investissement et puis il y a un conducteur d'opération. Alors déjà, on identifiait deux rôles là chez le maître d'ouvrage. Mais ce décret a aussi une autre vertu, c'est qu'il a incité les maîtres d'ouvrage à faire des concours. Et à partir du moment où on fait un concours, il est évident qu'il faut qu'on définisse ses besoins. Qu'est-ce qu'on doit construire ? À quel objectif l'ouvrage doit répondre ? Et c'est là où on a tâtonné un petit peu au début pour en arriver dans le temps à des phases successives, après des phases successives, à des étapes. En 77, avec la création de l'AMIC qui a accompagné les maîtres d'ouvrage pour ce travail de rédaction des cahiers des charges de concours, des programmes. Et définir ce qu'était un programme, comment il devait être réalisé,
Et on a vu naître à ce moment-là un certain nombre de professionnels de la programmation, les programmistes ou les programmateurs, les deux termes s'utilisaient à l'époque, avec des compétences plus ou moins bonnes. Or, le programme, Jean-Pierre Duport l'a dit, c'est la clé, c'est l'essentiel. Alors là, moi, je ne serai pas aussi absolu que dans mon propos que ce que je viens d'entendre, parce que il y a des programmes qu'on est infoutus de stabiliser. Et il faut être clair. Autant on saura faire un logement, on saura faire du bureau en blanc, on saura faire des choses simples. Et il y a des programmes qui sont éminemment complexes, et Roland Pelé l'a connu dans le monde universitaire, moi aussi. C'est vrai que quand on fait de la recherche, stabiliser un programme, c'est quelquefois la quadrature du cercle, hein, il faut bien le reconnaître. Alors dès lors, le processus séquentiel vers lequel on est conduit lorsqu'on fait un concours avec un programme, un projet, une réalisation, ce processus séquentiel, il peut poser problème. Alors j'apporterai quand même de l'eau au moulin de mon voisin en disant que si par hasard on se lance dans un processus de marché global ou de conception-réalisation avec un programme qui n'est pas stabilisé, il est clair que pour le coup, on va être entre les mains de l'entreprise qui va nous faire, puisqu'elle n'est plus en concurrence derrière, toutes les modifications vont nous coûter cher. Et j'ai entendu une ministre autrefois dire que une opération particulièrement complexe dont je m'occupais d'ailleurs aurait été 100 fois mieux faite si elle avait été faite en PPP. J'ai eu une hérésie totale, ça c'est clair. Il est évident que dès lors qu'on met dans la boucle des acteurs qui ne sont pas avec les mêmes responsabilités que vous, notre responsabilité en tant que maître d'ouvrage, pour nous, c'est de faire une opération, d'optimiser une opération. Alors c'est là où je ferai je ferai écho à ce que disait Jean-Pierre Duport, c'est-à-dire que ça mériterait qu'il existe une véritable école de la maîtrise d'ouvrage. On avait tenté de la créer en 2007 avec quelques collègues, mais parce qu'en fait, faire de la maîtrise d'ouvrage, c'est pas gérer des contrats, c'est conduire une opération au sens large. Il ne faut pas forcément écouter les utilisateurs, comme on le dit toujours quand on fait un programme, parce que c'est la lettre au Père Noël, ils vont vouloir vous faire des choses qui sont absolument pas possibles, compte tenu des contraintes qu'il y a par ailleurs, que ce soit des contraintes techniques ou financières. Et puis il faut s'assurer qu'il y ait une adéquation entre le programme que l'on fait et le budget dont on dispose. Donc tout ça, ça demande une expertise et un métier. Et quelquefois, ce programme, il n'est pas du tout possible de l'établir d'une manière définitive à un moment donné. Quand vous prenez une grosse réhabilitation, par exemple, si vous n'êtes pas accompagné d'un concepteur qui vous dit comment le projet peut s'organiser en fonction des différentes pistes que vous avez en matière de programmation, eh bien vous allez faire des choses qui ne sont pas réalisables. Vous allez programmer des choses qui ne sont peut-être pas réalisables ou réalisables à des coûts complètement astronomiques. Donc là, c'est là où je vous rejoins sur le fait que il faut se mettre dans ces cas-là, dans des conditions où on a la souplesse de faire évoluer nos idées. Alors sans, évidemment, comme le diraient des juristes, remettre en cause l'économie de la consultation si on a fait une consultation de concepteur, parce que le problème de la consultation de concepteur, c'est ça aussi, c'est qu'une fois qu'on a dessiné une image, c'est celle-là qu'il faut réaliser, sinon il n'y avait pas de sens à faire une consultation. Alors c'est vrai que, vous voyez, on touche du doigt une certaine complexité auquel les maîtres d'ouvrage sont confrontés tous les jours, et c'est pour dire que c'est un métier à part entière et que véritablement il aurait fallu une formation. Alors la loi MOP a eu une vertu, et c'est de préciser relativement bien les choses, et Jean-Pierre Duport faisait allusion au mandat. Alors c'est vrai que le mandat, ça a apporté une clarification. Jusque-là, on parlait de directeur d'investissement, conducteur d'opération. Là, maintenant, on a un mandataire. Bon, le mandataire, c'est lui qui doit prendre en main la réalisation de l'opération. Encore faut-il que son mandat soit bien établi, que, là encore, le programme soit relativement stabilisé, parce que c'est vrai que sinon, il faut faire évoluer le mandat en cours de route aussi. C'est une étape supplémentaire. Et puis, il y a quand même une chose qui me surprend un peu. Alors là, je ne veux pas polémiquer, mais sur le mandat,
pour moi, il y a des actes qui sont relativement les plus importants. Celui, par exemple, de signer un marché de... Si je suis trop long, Roland, tu me dis... il va falloir... Ouais, celui de signer un marché de maîtrise d'œuvre ou un marché de travaux, on va demander à quelqu'un qui, par définition, a mandaté un spécialiste l'autorisation de le faire. Alors, c'est vrai que là, quelque part, par rapport à la maîtrise d'ouvrage de plein exercice, c'était un peu mon questionnement. Voilà, je m'arrêterai là, mais on peut reconduire, prolonger ce débat assez longtemps. Non, c'est en effet un débat intéressant et important qui est engagé. Les choses ne sont pas toujours si simples. Et puis, il y a ouvrage et ouvrage. Enfin, effectivement, on a tendance à raisonner ouvrage, maître d'ouvrage. Il y a, en fait... voilà. Alors, bon, la loi est supposée le définir, mais enfin, bon, nous n'allons pas, ça c'est le juriste qui s'exprime, nous n'allons pas prolonger trop le débat pour le moment, mais enfin, il est engagé. Dominique Riquet-Sauvage, encore merci d'être là. Bon, vous êtes, je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit sur votre âge, mais enfin, vous avez quand même beaucoup d'expérience on était quand de même, maîtrise nous d'œuvre. étions en 77 quand même avec Denis, nous étions encore étudiants. Ah bon, donc, alors ça c'est bien. Alors donc, vous étiez... donc, Qu'est-ce que le maître d'œuvre que vous êtes devenu alors que vous étiez étudiant au moment où ces textes sont élaborés en ont tiré en définitive, et en particulier en ce qui concerne la pratique des missions des maîtres d'œuvre, l'encadrement juridique. Je vais simplement faire un petit rappel parce que on a parlé de la loi MOP. La loi MOP, entre 85, il a fallu attendre 93 pour les premiers décrets. Et pourquoi on a attendu autant de temps, d'après ce que j'ai compris, et il a fallu la pugnacité, entre autres, de Michel Tillemont, qui n'a pas été cité, et je pense que c'est important aussi de la citer, pour que les organisations professionnelles, et c'est surtout en fait d'un côté la maîtrise d'œuvre et de l'autre les grandes entreprises, arrivent à se mettre à peu près d'accord sur cette loi. Je crois que les négociations à cette époque n'étaient pas forcément faciles. Donc, comme dirait Denis aussi, nous devons être vigilants en permanence. En fait, moi j'ai exercé une dizaine d'années dans le cadre des textes de 73. À ce moment-là, quelle était la différence à ce moment-là? En fait, on devait au départ s'engager sur un prix à la signature du contrat, alors qu'on ne connaissait même pas le projet que nous allions faire. On n'avait pas la moindre idée du projet. Il y avait aussi de grosses disparités de traitement entre les différents domaines. Il y avait le domaine infrastructure, le domaine industrie. Et il y avait des écarts énormes entre le domaine de l'infrastructure et le domaine bâtiment. Et puis nos missions, donc la mission de base n'existait pas. On parlait de mission M2, souvent de mission M2, M2+, et on allait grappiller des éléments de mission pour essayer d'avoir ce qui allait devenir la mission la M2+, et on allait prendre du STD, des spécifications techniques détaillées, ou PEO, plan d'exécution des ouvrages, pour essayer d'avoir des plans qui allaient permettre aux entreprises de travailler conformément au projet qu'on avait imaginé. Alors, effectivement, il a été rappelé que la loi MOP a notamment demandé aux maîtres d'ouvrage d'écrire un programme. Et ça, dans le but, c'était vraiment essentiel. Je citerai l'article 2. Le maître d'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire, ainsi que les contraintes et les exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement relative à la réalisation et à l'utilisation
de maître d'ouvrage. En fait, on demande vraiment au maître d'ouvrage d'exprimer autre chose que, en fait, dans les textes de 73, on n'était que dans du technico-économique, et là, il y a des valeurs beaucoup plus subjectives de qualité qu'on demande d'écrire au maître d'ouvrage, et c'est en même temps, à la même époque, qu'apparaissent, ça a été dit, les programmateurs qui aident à définir. Donc, si on parle un petit peu de la mission de base, notre coopération donc, avec les maîtres d'ouvrage s'est trouvée pour le domaine du bâtiment renforcée par cette mission de base, assurant en fait la continuité de nos prestations du début à la fin de l'opération, qui était en fait la seule façon de garantir la qualité attendue des ouvrages. Donc cette mission de base prévue par l'article 7 de la loi doit permettre aux maîtres d'œuvre, par l'article 7, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s'assurer du respect lors de l'exécution de l'ouvrage des études qu'il a effectuées. En fait, la synthèse architecturale, c'était les premières fois qu'on parlait de cette notion. Ça nécessite, en fait, c'est une démarche continue. Là aussi, il faut qu'on soit vraiment très vigilant. Ça montre bien qu'on a besoin de l'architecte dès l'esquisse jusqu'à la réception des travaux pour satisfaire la création de ça. Cette synthèse, il ne faut surtout pas la confondre avec la synthèse qui concerne le contrôle à l'occasion des études d'exécution. Ce n'est pas la même. La synthèse qui est pour, on va dire, en période de chantier, juste avant le chantier, en fait, c'est pour vérifier, pour s'assurer de la cohérence spatiale des éléments de construction. Et même les professionnels, même les archis, ont tendance parfois à mélanger en fait la synthèse architecturale et la synthèse que j'appellerais plus technique. Voilà. Alors, ce qui était important aussi en fait avec la loi MOP, c'est l'engagement sur le coût d'objectif, qui en fait était possible qu'à partir du moment où on avait fait un APD. Et ça, ces deux temps, il y a l'engagement provisoire en fait, au moment de la signature du contrat, et on valide le coût d'objectif uniquement sur l'APD, qui est en même temps, et on fait en principe le permis de construire au moment de l'APD. Et là aussi, il faut que nous soyons vigilants. On a tendance à nous demander souvent maintenant un permis de construire plus en amont. Il faut le temps de bien définir les choses pour déposer un permis de construire. Donc le terme définitif qui est à souligner, car il caractérise la fin d'une phase de recherche de conduite normalement avec le maîtrise d'ouvrage. Tout le monde se met d'accord à ce moment-là. Alors la loi MOP, elle a permis aussi la définition de tous les éléments de mission. Donc l'esquisse est bien défini, l'APS, l'APD, tout est très bien défini. Et Denis parlait des dangers que nous avons aujourd'hui à propos du conception-réalisation, à propos de la loi logement. Moi, je vais ajouter un autre danger dont personne n'a parlé encore, c'est le BIM. C'est pas parce que on y va tous, c'est inévitable, ça sera au service de la qualité des constructions, c'est sûr, mais attention, c'est pas parce qu'on travaille en BIM qu'on est obligé d'inventer de nouvelles missions. Restons bien, soyons peut-être arc-boutés sur les missions existantes. C'est pas la peine d'aller réinventer d'autres choses. Et je pense que de ce côté-là, la MIC est là justement à nos côtés pour défendre ces valeurs. Merci beaucoup.